Dobar dan svima, vraćamo se malo poslu ovde. Nadam se da je bilo lepo na ručku. Samo vrlo kratko ću vam reći, prvo na srpskom, posle ću reći na engleskom, šta ćemo čitati ovde. Vi imate, za one koji ne govore francuski, ima prevod na srpski i na engleski ovog teksta koji će gospodin Badiou pročitati. Tekst je deo poglavlja koji on piše, mislim on piše biografiju Celana, koja će izaći 2020. na 100-godišnjicu rođenja i 50-godišnjicu smrti. Ovaj poglavlje ima, vidjet ćete u tekstu, se bavi periodom od januara do maja 1965. Deo koji ćemo čitati samo bavi januarom, dakle to je ovaj naziv, ovaj surovi januar koji vidite pred sobom. I samo ću, pošto je već pred vama tu, da vam ukažem na ovu sliku. Paul Celan je u sredini, njegova supruga Giselle je levo od njega, desno od njega. I ovaj gospodin je prevodilac neki koji se slučajno zatekao tu kada je slika uzela, nema neke posebne veze sa ovim pogledom danas. To je sve što je potrebno da znate, ja mislim. Ako nešto zaboravljam, neko će me podsjetiti. Isto ovo bi trebalo da prekažem na engleskom za one koji ne razumiju. I just want to introduce what you're about to hear right now. This is a portion of a chapter that Monsieur Badiou is writing about, well, he's writing a biography of Paul Celan, which is going to come out in 2020 on the centenary of his birth and the 50th anniversary of his death. We're reading only a portion of one chapter. The chapter deals with this period from January to May 1965, and our portion today deals with January only. Is there anyone who does not have the text in front of them and needs it? I'm going to stop there now. Bonjour. Bonjour, merci de votre introduction. J'ai une question à vous tout de suite. Vous avez traduit l'épigraphe aussi, donc il sera donné en même temps? Non, voilà. Donc ce sera très bien que je le lis en français. C'est une manière d'entrer dans le texte. J'ai pu lire toute une pièce de Shakespeare, Coriolan, sans en perdre le fil. Das Rot verlorene. Te rappelles-tu? Eh bien, nous le retrouverons, ce rouge perdu, éperdument rouge, éperdument perdu. Vivant. Voulez que je traduise tout de suite? Tout de suite, oui. Dakle, uspeo sam da pročitam jedan ceo komad Šekspira, Coriolan, bez prekida, sa tim Oui, c'est Paul à Giselle. C'est une lettre. Une lettre? Oui. Dakle, da li se sećaš toga, tog pisma? Evo sad se ponovo nalazimo tu, ovo Rouge perdu, the lost red? Oui, crveno izgubljeno, potpuno izgubljeno crveno, izgubljeno živo. Neko će mi ispraviti. I was able to read a whole Shakespeare play, Coriolanus, without a break. Do you remember? Ça veut dire le rouge perdu. Le rouge perdu. Voilà. Il faut savoir qu'en allemand, der rote Faden, ça veut dire le fil conducteur. The binding thread. Do you remember the binding thread? We find ourselves here with this binding thread, the lost red, completely lost red, but the living lost. Difficile. C'est difficile à traduire. Merci. Janvier cruel. Janvier est un mois dur, selon le calendrier de Celan. Et le mois de janvier 1965 l'est tout particulièrement, même si l'année commence avec ses bons vœux, écrits et téléphoniques, qu'il entend ou prononce comme des formules de conjuration. Comme souvent, Celan réinvestit de façon créative les conventions sociales, coule le sien dans les formules creuses. Au poète Erich Einhorn, qui l'appelle après minuit, le premier, il confie « Votre appel me donne du courage.
Le lendemain, bien que ses dispositions ne soient pas des meilleures, il tient à noter sa réponse à une question de la poète et philosophe juive allemande Margarete Sussmann, lui demandant s'il était plus serein qu'il y a quelque temps. Ce n'est sans doute pas le mot, mais il me semble être plus confiant. Sans doute est-ce cette confiance qu'il traduit dans le distique qu'il écrit le 3 janvier pour saluer un recommencement possible. À l'occasion du changement d'année, ou plutôt d'instrument. Le titre associe le changement d'année à un changement d'ordre musical, le passage de la mésange chanteuse au violon, mais aussi, en l'occurrence, un changement d'instrument d'écriture. Celan, qui écrit le plus souvent au stylo plume, a composé son poème directement sur la machine à écrire. Il joue avec le titre de l'anthologie de poèmes absurdes, Nonsensverse, Die Meisengeige, à laquelle il avait participé à l'instigation de l'écrivain et dessinateur berlinois Günther Bruno Fuchs, en y republiant 2 poèmes plaisants, Comptine et Grand Bleu Bleu d'anniversaire avec batterie de rimes et d'assonances. Le mot Meisengeige signifie littéralement le violon des mésanges. Là où le violon fait sa mésange, c'est là que la mésange fait son violon. Dans la situation la plus violonneuse, violonneux, à toi de violonner. Countdown. Nous vivons. Da wo die Geige meist, da geigt die Meise eben. Am geigsten Geiger geig, Countdown, wir leben. Le compte à rebours, celui qu'on fait avant le lancement d'une fusée, comme juste avant minuit, le 31 décembre, est aussi celui de la vie qui passe et que les vœux essaient tant bien que mal d'exorciser. Pour bien lire ces 2 vers, il faut avoir aussi présent à l'esprit que eine Meise haben signifie à peu près avoir une araignée au plafond, un équivalent donc de Spinnen, être un peu dingue. On pense évidemment aussi, dans ce contexte de comptage, au compteur Geiger, Geigerzähler, qui sert à mesurer la radioactivité. Cependant, ni sa brièveté ni sa légèreté ne font de ce distique une simple pochade. Il a la profondeur de Witz. Celan salue le début de l'année avec le constat satisfait mêlé d'étonnement que lui et les siens vivent encore, malgré l'affaire Goll, campagne de dénigrement contre lui qui, à ses yeux, s'inscrit dans la logique des persécutions antisémites. Conscient qu'il contraste singulièrement avec les poèmes qui composent La Rose de personne, Die Niemandsrose est paru un peu plus d'1 an avant, Celan ne s'y trompe pas lorsqu'il envisage sa publication comme celle d'autres poèmes plaisants, avec ses aphorismes à portée morale et poétologique qu'il appelle des Gegenlichter, des contre-jours. Il les accumule depuis 1947-48, mais la majorité d'entre eux, écrits autour de l'année 1960, ne paraîtront qu'à titre posthume. Juste après avoir mentionné le retour de son fils du moulin, propriété de la famille de sa femme, et enregistré dans son journal, sans commentaire, le titre du distique de Nouvel An, Celan consigne ce qu'il vient de dire à Gisèle pour s'en persuader autant que pour l'en convaincre. Ce qui nourrit ma combativité et ma foi en la justice me soutient. Ce qui fait le contraire, je dois le refuser, sinon je ne peux pas vivre. Comme toujours chez Celan, l'affirmation de cette conviction ne va pas sans une réflexion sur la signification que revêt pour lui le judaïsme, qui s'inscrit en filigrane de chacun de ses écrits. Le judaïsme éthique, pneumatique, non confessionnel et non communautaire, judaïsme à la définition duquel toute son œuvre travaille. Il se répète alors à nouveau un mot de Moritz Heinemann, écrivain dont il se sent souvent proche et qui se trouve avoir été un des piliers de la maison d'édition chez qui il publie, S. Fischer. Ce qu'un juif qui se trouve sur une île solitaire considère encore comme étant la question juive, c'est uniquement en cela qu'elle consiste. Il amplifie la citation de ce qu'elle lui inspire en ajoutant que 2 îles de cette espèce pourraient se rejoindre dans leur nage et que donc l'entente et même la solidarité seraient envisageables. Entre le premier et le second juif, de préférence souligné non-juif, donc le juif non-juif, où faut-il qu'il y ait des secousses volcaniques, de la télécommunication est impensable dans ce cas, mais seulement le discours vivant, le silence vivant. En ces premiers jours de janvier, Celan tente de rassembler ses forces, oriente ses pensées vers tout ce qui est susceptible de le réconforter, se tourne vers ses proches dans l'espoir d'un dialogue au-delà de la communication ordinaire.
Il accorde depuis quelque temps une attention toute particulière à certains événements de son quotidien en lien avec les nouvelles que lui amènent lettres, journaux, revues et livres, au point de les consigner avec un soin inquiet dans des notations à usage personnel. Le 11, au courrier du matin, il découvre une lettre du lecteur du S. Fischer Verlag, Petru Dumitriu. Depuis quelque temps, il soupçonne l'écrivain roumain, exilé depuis peu en Allemagne, romancier de langue française, comme il soupçonne de duplicité d'autres collaborateurs de sa maison d'édition. Dumitriu, qui était censé se rendre à Paris pour discuter du choix de poèmes d'Henri Michaud, qui allait paraître en Allemagne sous la responsabilité de Celan, lui avait annoncé, par l'intermédiaire de la représentante du S. Fischer Verlag à Paris, Helena Strasova, que le rendez-vous était ajourné. À la contrariété provoquée par cette nouvelle, non accompagnée de l'indication du motif de ce changement d'emploi du temps, s'en ajoutait une autre, dont Celan perçut immédiatement le caractère cavalier. À la lettre était joint sans commentaire et sans que cela fût d'une quelconque manière introduit, le tirer à part d'une recension critique. Fleurir et écrire dans le No Man's Land, ou le pays de personne, de Kurt Oppens. L'article paru dans le numéro de janvier de la revue Merkur est consacré au volume de poèmes Écriture d'aveugle de Hans Magnus Enzensberger, qui avait été publié fin 1964, et à La Rose de Personne, dont la date de publication, octobre 63, n'est pas indiquée, ce que Celan ne manque pas de remarquer. Chez Celan, en revanche, la constellation est liée à la représentation du cristal exact, là où il te faut aller, forme dépourvue de contenu en tant que mystère. S'agit-il d'une émergence sporadique, d'un esthétisme désespéré et radical? Mais à la constellation et à sa manifestation aussi un temps est imparti. En retard du temps stellaire de qui? C'est par ces mots que se termine le dernier poème de La Rose de Personne. Le critique ne s'était donc décidé à écrire sur La Rose, publié depuis plus d'un an, qu'après la parution du nouveau livre de son cadet, très en vue, Enzensberger, et de cette perspective. Celan interprète cette hiérarchie implicite comme l'expression de la résistance de la nouvelle Allemagne à sa poésie et au travail sur soi qu'elle implique. La lecture de l'article confirme ses appréhensions immédiates, pire, le plonge dans le désespoir et la rage. Il le qualifie d'un mot, phrase qui dans son lexique représente le plus haut degré de qualification négative, infâme. Au romancier et essayiste Mannes Sperber, qu'il appelle immédiatement après sa lecture pour lui demander de se procurer au plus vite le 10 numéro du Merkur, il lit les dernières lignes d'Oppens, qu'il a relevées d'un trait dans la marge et même recopiées dans son journal. Celle-ci semble le comble du scandale. Cadence finale de ce volume, il renvoie à la malédiction secrète et à l'atmosphère indissolublement tragique qui plane au-dessus de cette poésie et de l'unification judéo-chrétienne accomplie par elle au sein de la langue allemande. Elle vient en retard du temps stellaire de la langue dans laquelle elle est écrite. Il confie à Sperber, qui naît dans un shtetl de Galicie orientale et vit à Paris après des années à Berlin et un séjour en Yougoslavie, qu'il ne fait pas de doute pour lui qu'il s'agit du refoulement d'un poète juif hors de la littérature allemande. L'Allemagne, prétendument dénazifiée, connaît alors l'essor économique et le renouveau démocratique, mais aussi, depuis quelque temps, d'autres renouveaux et des plus nauséabonds. Le jour même, il envoie un mot à son amante de jeunesse, Ruth Kraft, qui s'est installée à Cologne, la priant de lui adresser 2 exemplaires de la revue. C'est avec un humour amer qu'il note la date récurrente de son discours, le Méridien, faisant allusion à la conférence de Wannsee, sous couvert de la fameuse date à laquelle l'Aisne s'entama à traverser les Vosges dans le récit éponyme de Büchner. J'ai dit à Gisèle que le Merkur me parviendrait certainement aussi par d'autres voies. Et qui sait si ce ne sera pas le 20 janvier. N'est-ce cependant pas prêter beaucoup d'intelligence à la perfidie? Cela n'ignore pourtant pas qu'aucun critique, pour ne pas parler des auditeurs de son discours,
n'avait entendu, n'avait perçu, derrière la date buchnerienne obvie, celle terrible de l'histoire récente de l'Allemagne. Les jours qui suivent, il continue de chercher compulsivement auprès d'amis et de connaissances des paroles et des attitudes efficaces, c'est-à-dire susceptibles de faire contrepoids à l'insupportable anxiété qu'il éprouve. Le départ d'Éric en classe de neige dans les Alpes procure un sentiment de soulagement relatif à ses parents, car la tension à la maison devient de plus en plus palpable. Éric, qui n'a pas 10 ans, se trouve être inévitablement le témoin de presque tout ce qui s'y passe. Un soir, pour tromper son impatience et se rapprocher de sa femme, Celan se rend avec elle à la cinémathèque du Trocadéro, toute proche de la rue de Longchamp, où est projeté Mamma Roma, le deuxième film de Pasolini. Il rentre avec une scène gravée dans son esprit. Un jeune homme, Ettore, attaché sur un lit dans l'infirmerie psychiatrique d'un hôpital romain, finit par y mourir en appelant sa mère, incarnée par la Magnani. On avait passé la camisole de force à Celan 2 ans auparavant, au moment de son placement à la maison de santé d'Épinay-sur-Seine. Gisèle appréhende de plus en plus les éventuelles conséquences du désarroi et de l'agitation de son mari. L'exaspération croissante de Celan après la découverte de l'article d'Opens fait ressurgir le spectre de l'infamie. Toutes les calomnies et avanies essuyées depuis plus d'une décennie se trouvent brusquement réactualisées. Toute nouvelle vilainie subie lui apparaît désormais, à tort ou à raison, comme un développement de la campagne contre lui, reposant sur une accusation de plagiat lancée par Clergol. Atroce singulier qui subsume des agressions protéiformes. Comme à chaque fois, Gisèle n'accepte pas cette intrusion, refuse de voir Celan à nouveau possédé par le spectre. Elle le supplie de relativiser, de se ressaisir, de ne pas donner le pouvoir à la perfidie de ses voix critiques et allemandes. Pour lui, elle ne fait alors que minimiser les événements, prodiguer des conseils qui lénifient. Et ce faisant, elle devient presque une étrangère, rejoint la cohorte de ceux qui ne comprennent rien au fond abyssal de toute cette histoire. Qui, pour Celan, n'est qu'un avatar de l'abysse du siècle qui engloutit tant d'êtres humains. Même un René Char ne semble jamais avoir été à la hauteur. Près de 2 ans auparavant, évoquant des expériences qu'il pensait comparables, il avait fait part à Celan de sa stratégie sans aucun doute inspirée par ses années dans le maquis. À votre différence, je ne suis plus tourmenté par ces mêmes gens qui vous accablent de leur harcèlement. J'ai creusé depuis quelques années une voie dans laquelle ils s'engouffrent, voie qui donne sur un vide à leur mesure. Croyant m'abattre, ils se tuent. Celan ne reçoit pas ce discours, dans lequel il ne lit qu'une façon habile de se dérober à ses responsabilités. Par bonheur, à ce moment-là, quelques-unes des rares personnes qu'il contacte dans le tourbillon de son trouble semblent comprendre ce à quoi il est confronté. Ainsi, Elmar Topovn, qui vit à Paris et assure à ce moment précis son remplacement à l'école normale supérieure. Celan lui téléphone longuement. Topovn émet l'idée qu'Enzensberger devrait opposer à Opens une fin de non-recevoir, qui serait publiée dans le prochain numéro du Mercure, et lui promet d'écrire à des amis en Allemagne. Celan est à l'écoute, tout en ne se faisant guère d'illusions sur ses promesses. Que peuvent les connaissances du traducteur allemand de Beckett? Que pourraient entreprendre ses amis? Cependant, l'exigence de Celan est évidente, voire impérieuse. Dans ce genre de situation, beaucoup de ses interlocuteurs, craignant la violence de ses réactions, s'évertuent de lui exposer des solutions possibles, des perspectives crédibles, tentent de lui manifester une solidarité verbale qui apparaissent clairement comme une promesse d'acte. Celan, qui voit clair dans leur jeu, ne se berce pas d'illusions. Dès qu'il lui semble que Gisèle ne chemine pas sur la même voie que lui, le ton monte, les esprits s'enflamment. Celan la met en doute. Ainsi prétend-il qu'elle venait d'exprimer pour la première fois qu'elle se tenait de son côté en lui déclarant « Il faut que ta cause soit gagnée ». Quand elle semble résister à son interprétation des événements néfastes, la violence envahit Celan. Il faut que cette voix contradictoire se taise. Plainte, pleurs, cris, puis mutisme des 2 côtés.
C'est dans un climat d'abattement que Celan prie Gisèle de s'éloigner un moment, de lui accorder un temps de solitude pour qu'il puisse revenir à soi. Il la pousse alors à partir toute seule pour la ville de l'amour et de l'art, où tant de choses pourront nourrir son travail de graveuse. Il l'accompagne à la gare de Lyon le 17 janvier. De retour rue de Longchamp, il note les vœux qu'il venait peut-être de formuler de vive voix. « Revenez bien, mon amour, passez un bon séjour à Rome, revenez dans notre maison auprès de votre fils et de votre mari. » Très vite, Celan se rend compte qu'il ne peut vraiment pas persévérer dans son être de poète, sans la présence de Gisèle. Cela m'a fait un grand quelque chose quand vous êtes montré dans le train hier soir et quand ce train s'est éloigné. J'ai eu le cœur dans la gorge et de grosses larmes y étaient montées en même temps du fond de mon être. Pourrais-je travailler en votre absence ? À peine parti, il la rejoint en pensée, renoue avec le passé partagé, éprouve le besoin de l'évoquer en le lui rappelant. Votre départ m'a valu une chose toute grande, tout mon amour pour vous, retrouvé, sans rien de perdu, mon amour tout entier, celui des premières nuits, celui de l'impératrice de toutes mes Bucovines. Le manque dispensateur de biens et prometteur de recommencement lui rend aussi le sourire et l'humour sien dont il sait qu'il participe de la joie de Gisèle. L'impératrice au lieu de la fille du marquis qu'est Gisèle, les Bucovines au lieu de toutes les Russies, comme dans la formule consacrée. Après l'accalmie que représente cette déclaration d'amour qui s'achève avec la promesse « Oh, je retrouverai ce qu'il faut pour vous entourer de mes bras », les forces de Celan retombent vite. L'impatience le gagne. Comme souvent alors, il égrène les heures, les minutes, en essayant de combler les intervalles de paroles de patience. Il est 20h30, 9h20, 9h35, 9h45. Je retourne le sablier. Susceptible de servir aussi à mesurer le temps pris pour écrire ou dire un poème, le grand sablier se dresse sur le plateau de son bureau, comme ceux qu'on peut voir dans les vanités baroques près de la lampe familière, avec quelques objets talismaniques, dont sans doute une photo de Gisèle et une autre de leur fils, avec un morceau de quartz rose près du téléphone. Celan n'en peut plus, essaie d'appeler Gisèle à Rome. Comment se dominer ? Comment dominer tout cela qui, à portée de main, il y a bien sûr les médicaments, magnifiquement ambigus. Un pharmacone s'appelle Dominal. Pendant ce temps, pour essayer de desserrer l'angoisse qui lui noue la gorge depuis des jours, Gisèle fait une longue promenade épuisante dans Rome, qu'elle connaît depuis son adolescence. La Sixtine, Michel-Ange, la Villa Borghese, le Panthéon et la Villa Giulia, le sarcofago degli Sposi, susceptible de détourner toute menace. Les amants étrusques réunis, figés, sous forme de sculptures funéraires. Elle rencontre de vieux amis des Celan, les Ufa, dont il a fait la connaissance en 1946 à Bucarest, la fille de Marie-Louise Kaschnitz, Iris, mais aussi, lors de mondanités très romaines, les compositeurs Giacinto Scelsi et Hans-Werner Henze, avec qui avait vécu Ingeborg Bachmann un peu plus d'une décennie auparavant. Les réponses de Celan ne commentent rien de tout ce que relate Gisèle dans ses si bonnes et si belles lettres. Dans cette Allemagne, pris de nervosité, de bougeotte, il se décide, malgré tout, à manifester sa présence dans cette Allemagne tristement sienne, en honorant la gentille invitation du professeur Beda Alemann qui prononce son discours inaugural à la Bayerische Julius-Maximilians-Universität de Würzburg. Discours, hélas, terne, constate-t-il avec son acuité et sa sévérité coutumière, sur l'intensité comme catégorie littéraire. À Alemann, il exprimera le désir d'en entendre plus,
venant des horizons mis en évidence par la conférence avant d'établir, en se référant à un autre concept employé par l'universitaire dans un de ses essais, un lien entre les notions d'intensité et de différence hiérarchique. Observant le caractère on ne saurait plus actuel et incontournable de cette pensée, cela en souligne, non sans humour, aussi son aspect républicain. On ignore s'il en parla ensuite à son épouse, comme il s'engage à le faire sur une carte postale qu'il lui adresse le 23, jour anniversaire, qui rappelle à la fois le jour de sa naissance à lui et le jour de leur mariage. Tout au long de leurs échanges, à des moments sensibles, les Celan insistent superstitieusement sur ce chiffre à teneur intime. Sur le chemin du retour, Celan passe par Zurich, où vit depuis 1933 Margarethe Sussman. 2 ans auparavant, à Épinay-sur-Seine, il avait lu et médité son essai consacré à quelques figures bibliques et ensuite en particulier à celle de Moïse. Sussman occupait également ses pensées lorsqu'il avait décidé d'envoyer pour les étrennes, fin 1964, à son ami de Düsseldorf, Hilde de la Motte, qui lui avait offert le bout de quartose censé attirer les influences bénéfiques, l'autobiographie de l'ami de Bloch, de Landauer et de Buber. J'ai vécu beaucoup de vie. Par ce geste, il faisait lire aussi à celle qui représentait un peu pour lui ce qu'étaient les princesses et autres altesses pour Rilke, ce passage de l'autobiographie de Sussman qui n'avait bien sûr pas manqué de le toucher. Et dernier représentant de la nouvelle génération, j'ai fait la rencontre d'un être hors du commun. Je parle du grand poète Paul Celan, dont je connaissais le puissant poème « Fugue de mort » et le merveilleux « À sa jeune mère ». Peuplier tremble, Espenbaum. Je fus presque effrayé lorsqu'on me fit la lecture d'une lettre portant sa signature, dans laquelle il s'annonçait auprès de moi. À sa lettre étaient joints quelques-uns de ses volumes de poèmes et ce discours qu'il a prononcé lorsque lui fut attribué le prix Büchner. Il n'avait lu que quelques proses de moi. Ces poèmes brûlaient dans mon cœur, bien qu'au début, je ne comprisse son langage qu'avec grand-peine. Sa visite fut ensuite une des expériences qui m'ouvrirent à une compréhension complètement nouvelle de ce qu'était la génération actuelle. Un art abstrait, sa poésie ne l'est d'aucune façon. Mais en revanche, au regard de l'ancienne, elle est complètement changée et est issue d'une réalité totalement transformée. À l'occasion de la présentation de ses bons vœux, début janvier, Celan avait pris le soin de lui annoncer sa visite prochaine. Alors, presque aveugle, la très vieille dame, qui fut aussi la première femme à écrire sur Kafka en 1929, lui est aussi une sorte de mnémosyne juive dont il a grand besoin en ce mois de janvier. Elle connaît un passage entier de son Méridien par cœur et s'enthousiasme même pour des jeunes auteurs comme Ingeborg Bachmann. Il se rend chez celle à qui il s'est adressé il y a peu en la nommant Esther, à la fin du poème « Puisé par le grand dépourvu Dieu à tes yeux ». À Zurich, Krönleinstraße 2, un bouquet de lilas à la main, du lilas d'hiver. Blanc comme celui du bouquet offert à Gisèle le jour de leur mariage, le 23 décembre 1952. Esther est celle qui, après que le ministre Aman prit la décision d'exterminer en un seul jour tous les juifs du royaume perse, par sa clairvoyance et son courage, avait obtenu de son époux, le roi Assuérus, la pendaison de Aman et le salut de son peuple. Faire allusion à Margarethe Sussman en nommant l'héroïne de la Megillah n'est donc pas un modeste titre de noblesse. Cependant, lui donner ce nom, c'est aussi la forcer à épouser la cause juive autrement qu'en restant consensuelle avec les Allemands. Le judaïsme d'après la Shoah et les relations complexes des Juifs avec l'Allemagne sont bien sûr au cœur de leur conversation, tout comme ils le sont indirectement dans les 2 poèmes que Paul Celan a publiés dans le volume d'hommage offert à l'essayiste et à la poétesse qui a plus du double de son âge. Puisé dans le grand, déjà évoqué, et puis reste chantable. De vive voix dans l'intimité du cabinet de travail de la vieille dame, ouvert sur les toits et le lac, Celan explique ces 2 poèmes écrits en janvier 1964. À travers eux, si on en croit celle qui l'écoute, tous ces poèmes. Leur entretien a aussi quelque chose d'une rencontre entre Hassidim, tournés chacun dans son temps, à sa manière,
et envers et contre tout, vers la vie. En quoi pouvaient consister ces explications, sans doute à la fois ciblées et à portée si vaste, sachant que Celan n'était habituellement guère enclin à pareil exercice? Celan lui a-t-il révélé leur teneur critique? Même lorsqu'il rend hommage, il ne se laisse en effet jamais aller à un transport idéalisant, mais jette un œil lucide sur ce qui lui semble poser problème. Le poème resté inédit, qu'il n'achèvera que le 11 juillet 1965, constitue, lui, le témoignage de sa visite en janvier 1965 chez Margarethe Sussman. Il n'est pas moins critique que les deux précédents, loin s'en faut. Les yeux de la nonagénaire et surâgée, à moitié voyant, à moitié abusé. Alouette, chassez-les vers le haut, dans le sillon du bleu. Infinie colonne de poussière, aussi, cela, vous qui devenez blanc, il s'agit de le porter. Est-ce que je peux vous interrompre parce que je vais traduire les vers. Oui. Htio sam da ostavim ove stihove da ih... Très difficile à traduire. Da, jako je teško prevesti. Ovdje govori o staroj dami koja je poluslepa i poziva ptice da ispresecaju kolone, odnosno... Comme dans la Bible. Da, mislim, to je reference istovremeno na Bibliju i na holokaust. Ptice koje presecaju dim koji proizilazi iz, to je istovremeno, vidjet ćete u daljem tekstu, i Egzodus i holokaust. Ostavio sam namjerno francuskom jer je praktično nemoguće, vidite da se ubijam da pokušam da prevedem. Jel to u redu? Should I say that in English as well for those? Yes, I see somebody. Yeah, I left the verses in French. He's referring to the nonagenarian's eyes that are the woman is half blind. You'll see in the further text there's some explanation. The poem asks for birds to crisscross the sky and break up the columns of smoke. The columns of smoke are a reference to both Exodus and the Holocaust. He's talking about you'll see the relevance of her damaged eyes later in the text. Thank you, merci beaucoup. Pour entendre le poème, avant même d'en tenter une interprétation, il n'est pas inutile de savoir que Margarethe Sussman écrit dans son essai Le livre de Job et le destin du peuple juif, quelle que soit la fierté et la joie avec lesquelles on assume le fait d'être juif, on doit le porter. Il faut aussi rappeler ces versets de l'Exode. Ils partirent de Sukkot et ils campèrent à Étam, à l'extrémité du désert. L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dans le poème, qu'il n'envisage sans doute pas un instant de soumettre à l'écoute de Sussman, Celan substitue à ces colonnes mosaïques et bibliques la colonne de poussière historique, celle faite de cendres soulevées par les camps d'extermination, colonne infinie. Il fait au passage allusion à celle de Brancouche qu'il a rencontrée à Paris quelques années auparavant dans son atelier de l'impasse Roncin. Brancouche en roumain, Brancusi en français. Être juif, selon lui, c'est aussi porter cela. Il propose ainsi imaginairement à Sussman de faire sienne sa vision du judaïsme. Voyante, la nonagénaire l'est, mais ses yeux le sont seulement à moitié, doublement à moitié même. Trompée, la philosophe quasi aveugle ne perd-elle pas ses vertus mantiques et prophétiques? Mais qui ou qu'est-ce qui la trompe? Margarethe Sussman a-t-elle accordé à la Shoah la place qui lui revient dans la pensée? Par quelle pensée s'est-elle laissée tromper? Se trompe-t-elle dans l'interprétation entreprise dans le livre de Job et le destin du peuple juif de la catastrophe mondiale qu'est le génocide des Juifs? Cela peut-il adhérer à sa vision du destin juif, à l'idée de la fatalité d'un destin imprévisible, plus tragique que ses malheurs précédents?
pensée à partir de la faute, et même si celle-ci incombait à l'humanité entière. Dans l'horizon de l'expiation, la méditation de Zussman sur le livre de Job donne-t-elle accès à une réflexion pertinente sur la catastrophe? On la trompe, on agit à son insu, certes, mais elle ne peut que se laisser abuser, sa clairvoyance n'étant pas entière. N'aurait-elle pas sa part de responsabilité dans cette cécité intellectuelle et morale? Est-ce le caractère incomplet de son don de voyance qui explique cette faiblesse? Sa perception du monde, les interprétations qu'elle élabore, ne révèlent-elles pas, elles aussi, de gênantes insuffisances? D'autre part, et cette question relève du domaine privé, ne manquerait-elle pas parfois de jugement quant à ceux qui l'approchent, la fréquentent avec assiduité et parfois de façon intéressée? Comme l'exemplaire du livre de Job, annoté par Celan, a disparu de sa bibliothèque depuis des décennies, on ne peut que multiplier les conjectures sur l'importance de ces réserves. À ce mal, et en songeant sans sourire à l'idée de rédemption, dernier mot du chapitre intitulé « L'espérance », Celan propose de façon provocatrice un singulier remède. Il invite les alouettes, celles de ces poèmes qui grisolent étrangement et, à l'instar du petit passereau à Lauda Avensis, tombent comme des pierres, de chasser vers l'espace de l'azur creusé d'un sillon, celui de l'histoire, les yeux chassieux de la vieille malvoyante. On le constate une fois de plus, l'évocation de la personne rencontrée est contrastée. Le portrait physique et moral qui en est brossé par quelques touches rapides d'une rare et fascinante complexité. Des marques de lecture de Celan dans les livres de Zussman conservés dans sa bibliothèque montrent son rapport intense et tendu avec les écrits de la philosophe. Celan découpe son texte, le reconfigure en le fragmentant dans le sens d'une réécriture. Pour être compris, ces relevés exigent d'être interprétés en tant que tels, en tant que des pensées de Zussman auxquelles Celan a donné un relief sien. Approbation et sentiment d'être confirmé dans sa poésie n'endorment pas sa vigilance. Sa capacité à repérer les problèmes n'inhibe pas l'expression de son désaccord et même de moqueries familières. Par exemple, lorsqu'il écrit en marge d'une page de figures et cercles « ta-ta-ta ». Plus et mieux que quiconque, Celan prend en compte, pour la comprendre, la complexité des êtres et des œuvres qu'il lui est donné de rencontrer. Quoi qu'il en soit, il doit à cet être humain juif, qu'il tient pour une instance, le souffle et le courage dont il lui faut faire preuve alors pour pouvoir continuer à garder confiance dans une langue dont on ne cesse d'essayer de le dégoûter à force de perfidie mensongère. Dès son retour à Paris, il s'entretient avec le réalisateur allemand Erwin Leyser, qui, avec ses parents, avait dû émigrer à Berlin, en Suède, en 1938. Leyser est l'auteur d'un film documentaire sur Hitler et le national-socialisme, diffusé en 60, et d'un autre sur Eichmann et le Troisième Reich, en 61. Celan constate avec satisfaction la présence de beaucoup de points communs et se demande s'il peut nourrir un espoir de solidarité dans la situation dans laquelle il se trouve plongé. Voilà en tout cas ce qu'il confie à sa femme. Pour son usage personnel, il fait le bilan suivant. Erwin Leyser, Café Georges V, conversation circonstanciée sur l'Allemagne, les intellectuels de gauche, Grass, Richter, qu'il estime à leur juste valeur, des gens de gauche qui sont à droite, et mentionner aussi les homosexuels. Entre parenthèses, ne suis pas sûr que ce fût une bonne chose. Leyser est lié d'amitié avec Frisch. Pour comprendre ces dernières remarques, il faut connaître son opinion sur l'écrivain suisse avec qui il avait eu des échanges violents au sujet d'une autre critique au Roland d'ancienne Allemagne signée par Günter Blöcker. Dans cet article, on peut lire en particulier qu'à cause de son origine roumaine et de sa situation d'exilé en France, Celan use avec une plus grande liberté de la langue allemande que la plupart de ses confrères poètes, ce qui l'amène souvent à agir dans le vide. Blöcker ignore ou feint d'ignorer que Celan est de langue maternelle allemande. En marge d'un article sur Andorra, publié dans la Neue Zürcher Zeitung le 10 mars 1963, Celan a noté pour commenter
le nom de Frisch qui venait de rompre avec Ingeborg Bachmann, salaud et antisémite. On saisit donc aisément pourquoi il se pose la question sur ce qu'il peut espérer au fond d'une telle rencontre. Comme souvent dans ce genre de contexte, cela en fait des amalgames, douteux en invoquant pour les brocarder les homosexuels. Dans son journal, le premier jour de l'année 1965, il fournit lui-même une explication partielle de sa détestation. À ma remarque qu'il y avait dans l'affaire Goll une implication considérable d'homosexuels, Sperber me dit « Là, vous tombez dans le mille ». Il pense en l'occurrence surtout à des homosexuels clandestins, comme son éditeur Rudolf Hirsch, qu'il accuse d'ailleurs à tort d'être complice de ces calomniateurs. Même Hans Magnus Enzensberger se trouve visé par ce genre d'accusation. Lorsqu'il va mal, il ne parvient plus à rester ne serait-ce que tolérant, ne peut plus aller au-delà des principes du Lévitique et assimile l'homosexualité, la bisexualité ou la sodomie à une abomination. Depuis sa première crise de délire et son internement à Épinay-sur-Seine en janvier 1963, Celan poursuit régulièrement des entretiens avec un psychiatre au sujet duquel il écrit à sa femme le 25 janvier « Pérouzet, très, très éprouvant. Il m'apprend que Malle est analyste. J'irai quand même le 30. Mais P, c'est terriblement éprouvant. Et c'est la raison pourquoi cette lettre se terminera sans apporter beaucoup de détails, ni de vraies pensées. Au fond, quelque chose ne va pas. Quelque chose fait obstacle dans ces entretiens avec les psychiatres psychanalystes. De nouveau, la question de la langue se fait douloureusement ressentir. Idéalement, il faudrait aussi que le médecin soit juif pour qu'il puisse peut-être mieux appréhender certaines choses fondamentales relatives à son trauma et à sa condition de survivant. Quelqu'un qui accepterait donc de ne pas mettre la question du complexe d'Édipe, vortex qui centrifuge alors toute interprétation, au centre de la thérapie. Il ne faut pas oublier que la mère pour Celan, elle s'appelle Friederike, a aussi le visage de Shulamit, Shulamit, de Shalom, la paix, der Friede en allemand, et donc le visage de toutes les victimes. À 2 reprises, Celan rencontre Jean Laplanche, qui, à défaut d'avoir la première qualité requise, sait au moins l'allemand, en bon traducteur de Freud, mais aussi en fin interprète de Hölderlin qu'il est. Il le consulte une première fois le 6 janvier, donc avant d'avoir pris connaissance de l'article d'Oppens dans le Mercure, chez le docteur Laplanche. Lui est fait une description assez cohérente, je crois, de la situation en donnant quelques détails typiques. Il me donnera sa réponse dans une semaine. Suivent des observations prototypiques, des notations autobiographiques de Celan en général, dans lesquelles il relève des détails de ce qu'il voit ou entend susceptibles de faire ou faisant l'objet d'associations et d'interprétations parfois difficiles à appréhender. Son adresse, 36 rue de Fleuris, 6e étage. Dans le même immeuble, les éditions Les Belles Lettres. Dans l'ascenseur, sa gouvernante avec une demi-baguette à la main. Un réseau de mots et de nombres dans lesquels Celan lit des signes, lui permettant de s'orienter ou de se préparer à une situation ou à un événement qu'il sent imminent. La réponse de Laplanche est décevante. « Je ne me sens pas porté à vous prendre. Je ne peux pas procéder avec vous à ce clivage entre le réel et l'imaginaire que vous me proposez. Je l'avais prié d'étudier les documents que je lui avais confiés. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la réalité ? Laplanche lui conseille de continuer à consulter le docteur Pérouzet, le plus qualifié en l'occurrence, malgré ce que Celan lui a confié au sujet de ce psychiatre. Celan décèle dans les paroles et dans la conclusion de Laplanche quelque chose qui rappelle la question de Ponce Pilate, qui porte sur la vérité, mais qui est au fond une façon de dire que la vérité n'existe pas. Observant que Laplanche n'avait pas manqué de réclamer ses honoraires pour son furtif conseil, Celan note avec humour qu'un numéro de l'Express était posé sur la tablette de la salle d'attente du thérapeute, aussi empressé que pressé. Ce même jour, il témoigne de son attention quotidienne à l'évocation de faits qui vont avoir des retombées dans les poèmes qu'il écrit. Il conserve d'ailleurs une coupure de presse de Die Welt sur laquelle il relève, selon son habitude, le titre d'un double trait oblique.
Le premier article, procès pour meurtre de 2 anciens membres des services du renseignement de la SS, à Freiburg, en Breisgau, le 12 janvier, où il est question de l'exécution par balle de 60 à 80 juifs, est interrompu par une publicité pour une bière noble et authentique de marque Germania. Le second fait l'objet d'une plainte pour avoir chanté Sah ein Knab, à Francfort, également le 12 janvier, évoque la plainte déposée contre un jeune juriste qui, lors de la visite le mois précédent d'une des cellules où les déportés étaient condamnés à rester debout, dans des Stehzellen à Auschwitz, bloc 2, dans lesquels de nombreuses victimes sont mortes d'inanition, avait chanté sans arrière-pensée le célèbre lied de Schubert sur des paroles de Goethe pour en tester l'acoustique. Le mot Stehzelle est entré plus tard, les 7 et 9 octobre 1965, dans le poème Assidu de Soleil de Fil, la paroi non écrite d'une cellule pour condamner à rester debout. C'est évidemment avec un certain dépit que Celan retourne chez Pérouzet le 25 janvier, très éprouvant. Lui est raconté ce qu'il en était de mal. Vous avez fait avec la planche une erreur tactique. Il s'est senti impliqué. Ce dépit est des plus contagieux. Il enchaîne en soulignant le caractère extrêmement décevant de la conversation téléphonique qu'il venait d'avoir avec Jean Bollack, dont la réaction lui semble révéler un manque de franchise et de l'égoïsme. Celan fréquente depuis quelques années l'helléniste, avec qui il lui arrive de jouer au tennis. Gisèle l'a encouragé à reprendre cette activité sportive pour tenter de contrebalancer les troubles psychiques dont il souffre. Participe aussi à ces doubles l'italianisant Mario Fusco, le romancier Dominique Fernandez, ainsi que Heinz Wissmann, alors lecteur d'allemand de la Sorbonne, et je l'ai appris récemment, même Pierre Bourdieu. En ce mois de janvier, il égrène des remarques acides ou dépitées, toutes dictées par le sentiment de n'être pas compris de quelqu'un qui, selon lui, dispose pourtant de tout pour le comprendre. Bollack est né dans une famille juive alsacienne d'origine polonaise, parle aussi bien l'allemand que le français, est ouvert à la littérature contemporaine, écrit sur Empédocle, mais s'intéresse aussi à des poètes contemporains comme Saint-Jean Perse. Lorsqu'il demande à Bollack, de retour d'un voyage en Allemagne, s'il avait pu parler de l'article dans le Mercure au patron des éditions S. Fischer, où paraissaient ses poèmes, celui-là se défile. L'éditeur francfortois Gottfried Peermann Fischer venait de confier à Bollack la direction d'une Weltgeschichte, Histoire universelle, qui comptera plus de 30 volumes. Le jugement de Celan tombe alors, encore une fois, sans appel. Égoïste, écœurant et menteur. Infatigable à la tâche, le philologue a le défaut d'être alors entièrement, complètement absorbé par ses propres travaux, dont aucun ne s'intéresse encore à Celan. Durant la consultation chez Pérouzet, Celan cite le nom de la planche, mais aussi celui du docteur Pierre Malle, fils du spécialiste de l'art chrétien médiéval Émile Malle, correspondant de Marcel Proust. Celan consultera Pierre Malle toute l'année, en dépit de ses réserves grandissantes. Ce médecin n'est plus à la hauteur. Vieux, il n'écoute ce qu'on lui dit que d'une attention distraite, et puis, plus grave, il oublie ce qu'on lui confie. C'est Henri Michaud qui vient de lui recommander ce psychiatre, ancien externe de l'hôpital Sainte-Anne. Alors qu'il feuillette un des exemplaires de la revue Mercure, qui lui sont parvenus depuis peu, Celan découvre l'après-midi du 27 janvier, un jour sans courrier et par ailleurs sans autre événement mémorable, dans le numéro déjà incriminé, ce qui lui paraît comme une ignominie supplémentaire, elle est signée par un critique allemand qui avait soutenu une thèse de doctorat sur Thomas Mann en 1953, Reinhard Baumgart. Décrire l'inhumanité, guerre mondiale et fascisme dans la littérature. Il relève en particulier le passage où il est dit, déformation de l'antienne d'Adorno, que des poèmes sur Auschwitz, comme par exemple Fugue de mort, étaient barbares. Celan y voit minimiser ou refouler les événements placés au centre de sa poésie, sans parler du poème après Auschwitz. Est-ce que les poèmes sur Auschwitz ont toujours su s'affranchir de cette sorte de beauté qui, à grand renfort d'art et d'artifice, rend l'indicible éloquent, rappelle à l'ordre l'horreur, le circonscrit et le pacifie? Ainsi, la fugue de mort de Celan, par exemple, et ses thèmes, le lait noir de l'aube, la mort et son violon,
un maître venu d'Allemagne, tout cela parfaitement composé dans une partition raffinée, cela ne révèle-t-il pas déjà un trop grand plaisir de l'art et du désespoir rendu beau par l'art? Une nouvelle fois, Todesfuge revenait au devant de la scène pour être cible d'attaque. Il faut se rappeler l'article de Rainer K. Abel incriminant pour la première fois le célèbre poème auquel Celan avait riposté le 11 novembre 1963 en écrivant « Stehen », tenir debout, résister. De nouveau plongé dans un état de trouble, Celan multiplie les appels téléphoniques pour avertir ses connaissances et recueillir leurs opinions et commentaires. Cette fois-ci, il commence par s'adresser au germaniste Pierre Berthaud, dont il connaît la thèse révolutionnaire sur Hölderlin, et dont il a fait la connaissance en 1959 grâce à Jean Bollack, qui avait été son collègue à l'université de Lille. Berthaud, résistant, compagnon de la Libération, ancien commissaire de la République, qui occupe une chaire de littérature allemande à la Sorbonne depuis peu, lui assure d'abord qu'il comprend, mais minimise immédiatement la signification de la portée des mots de Baumgart. Puis c'est vers un autre germaniste renommé, Claude David, que se tourne Celan. Pour lui, tous ces discours douteux sur ces poèmes ne résultent pas du hasard, mais d'une mécanique implacable qui n'a en vérité qu'une seule cause, l'affaire initiale qui mine sa vie depuis plus d'une décennie, elle-même comprise comme un reflet, comme un effet retardé ou un symptôme de ce refoulé dont Celan ne cesse d'observer les retours protéiformes. Sa clairvoyance est extraordinaire et sa prétendue hypersensibilité lui fait sans conteste détecter des aspects plus que litigieux dans l'écriture des livres critiques qui prétendent rendre compte de ses poèmes. Il débusque avec perspicacité les aveux involontaires d'adhésion à des opinions suspectes ou les traces d'un refoulé identifiable avec tout ce contre quoi se lève sa parole à lui. Mais il arrive aussi que les liens qu'il établit entre tous ces faits et événements et des personnes, les complicités, les collusions qu'il dénonce, souvent avec une virtuosité intellectuelle et verbale vertigineuse, relèvent de son imagination. Des mots viennent inévitablement à l'esprit, psychose, paranoïa, délire, des mots qui apparaissent sous la plume autobiographique de Celan lui-même dans divers contextes le concernant, lui ou Nelly Sachs, des mots dont il mesure lui-même le caractère hautement problématique. Dans ce sens, le bilan qu'il fait le 30, après avoir reçu la visite de Mannes Sperber, est parfaitement révélateur. Sperber, chez moi, lui a montré beaucoup de documents liés au Gaulle. Il minimise tout, trouve que je suis en danger. Il faudrait que j'oublie tout ça. À la fin, défense du Reich, aussi des Allemands, qui étaient membres du Parti national-socialiste, pour finir défense de Schreurs, tout comme de Peschke, plus LR, Merkur. J'emmène l'ami de Bondy, de Witsch, de Ramseger et Schreurs à la station de taxi. Pour comprendre parfaitement cette chaîne verbale, il faudrait disposer d'éclaircissements sur chacun de ces maillons. On pourrait retrouver le cheminement de la pensée de Celan, revenir sur chaque nom en déployant tout ce qui s'y rattache de suspect, explorer le réseau tissé par son esprit, mais on peut aussi se contenter de sentir, sans explication, toute l'amertume et l'ironie qu'il a injecté en eux. Durant ce mois de janvier, Celan n'a écrit que des poèmes ou textes en vers qu'il n'envisage pas de rendre publics, tant ils adhèrent aux circonstances. Si d'inspiration exclusivement réactive, ils ressortissent d'abord à l'autothérapie et à l'évacuation de ce qui entrave sa respiration, ils n'en constituent pas moins pour lui des réactions significatives à des événements à la fois singuliers et prototypiques. À ce titre, même quand ils prennent l'allure de sputation, ils doivent être conservés, certes à l'écart, tout comme d'ailleurs les manuscrits de poèmes publiés ou à publier. Ils témoignent d'événements survenus dans sa vie. Celan tient fermement à cette distinction. Il n'ignore bien sûr pas le sort réservé à toutes les successions littéraires d'écrivains, étant lui-même un lecteur d'écrits posthumes, de Heine, de Kafka, de Mandelstam, etc. La discrimination qu'il choisit de faire entre poème et poème permettra au lecteur de faire la distinction entre ce qu'on pourrait appeler des poèmes de vie et des poèmes d'existence. En effet, seuls les poèmes d'existence présentent, selon lui, les qualités de stance et de compacité nécessaires qui révèlent que les circonstances qui les ont vus surgir ont bien été dépassées. À chaque instant, il doit pouvoir avoir recours à ces témoins que sont ces manuscrits,
presque tous situés et datés méticuleusement, parfois à la minute près, comme à des chartes authentifiées et signées par le temps qu'il peut retrouver pour se conforter ou exhiber à ceux qui mettent son écriture en doute. Curieusement, alors qu'au début du mois ne lui est venu qu'un distique, à la fin il renoue avec son souffle satirique en écrivant un poème violent dans lequel il raille avec une exceptionnelle verve la critique de Baumgart et ses semblables, avec tous les antisémites du camp soi-disant progressiste qu'il appelle de façon très expressive les Nibelungen de gauche, mais aussi indirectement Theodor Wiesengrund Adorno, l'inventeur du fameux tabou auquel il continue d'un certain point de vue de répondre poème après poème. Bref, il moque tous ceux qui le convoquent, lui, devant un tribunal belliqueux au long couteau, présidé par le maître d'Allemagne, Meister aus Deutschland, qui n'est autre que la figure de la mort assassine. Cette mort qui, au-delà de la fugue de mort, continue de jeter son ombre sur un être et un poète comme lui, qui tente de donner un lieu de mémoire aux assassinés. C'est devant les couteaux qu'ils te convoquent par leurs écrits, culturellement fringants dans le style Nibelungen de gauche, rédigés au stylo feutre sur des tables de bois en tech, anti-réactionnaires, protocolaires, précis au nom de l'inhumanité qui est à redistribuer de façon juste, magistralement, mentalement, de manière non pas abyssale, mais adornée à l'instar d'un pré. Ils te convoquent par leurs écrits, ces figures du renouvellement, toi, devant les couteaux. Je vous arrête encore une fois pour les vers. Difficile. Difficile. Let me try this one more time in English. Before the knives who summon you to, with their writing, the cultural attacks, the Nibelung of the left, these these handmade attacks on wooden tables, anti-reactionary, proto-angry, precise in the name of humanity, redistributed justly, supremely German in a manner, non-voidal, decorated like a field. They summon you with their writings and their figures of recovery, you who stands before them with their long knives. Merci. Dans sa détresse, Celan opère un mouvement régressif en invoquant avec insistance sa mère, Mutter, Mutter, comme il l'avait fait en octobre 1959 dans Poids de loup, où s'enchaînaient ses réactions à la recension signée par Günther Blöcker de la même farine que celle d'Oppens et de Baumgart. Dans l'intervalle, il a écrit, en plus du poème inspiré par son lien avec Margarete Sussman déjà évoqué, une longue pièce de vers, sorte d'épître de défoulement. Sa première strophe en donne le ton et une idée de l'humeur dominante de son mois de janvier. Ceux qui l'avaient pillé le traitaient de voleur, ceux qui le singeaient propageaient la rumeur qu'il était un plagiaire. Je vous arrête encore une fois pour les vers. Those who robbed him consider him a thief. Those who mock him spread rumors that that he plagiarized. Il règle des comptes avec toutes sortes de gens auxquels il a eu affaire ces dernières années, sans toutefois les nommer explicitement. À la fin, un nom apparaît cependant, un nom qui n'est pas indifférent, celui de son ami poète et aîné Nelly Sachs, qu'il avait rencontré pour la dernière fois en septembre 1960, alors que celle-ci était hospitalisée dans une clinique psychiatrique de Stockholm. Les propos qu'il entendit alors lui reviennent à la mémoire et continuent de ne pas passer. C'est qui et quoi qui poussa Nelly Sachs dans la folie? Qui lui inculqua la traîtrise et la démesure? À Stockholm, je l'ai entendu dire « Les gens à Auschwitz n'ont pas souffert ce que je souffre. » Who and what pushed Nelly Sachs into madness? Who
included her into the treachery and this disproportionality. In Stockholm, I heard her say, "Those in Auschwitz did not suffer the way I suffer." Nelly Sachs a-t-elle commis, en prononçant de telles paroles, une impardonnable faute morale? Mais dans sa détresse psychique, en est-elle responsable? Ou est-ce dans son entourage qu'il faut en chercher la cause et les vrais coupables? Se serait-elle, elle aussi, laissée abuser? Nouveau réseau de suspicion, nouvelle allusion à décrypter. À travers un aphorisme railleur, dicté lui aussi par sa lecture des lignes de Oppens et de Baumgart, Celan saisit sa propre image dans l'œil d'une certaine critique allemande. Une fois qu'ils eurent échoué dans leur tentative de tuer sa réputation, ils le firent monter sur la sienne littéraire à l'instar d'un mort. Mais comme ils trouvèrent cela trop solennel pour lui, quoi qu'il en soit, ils lui firent des recommandations pour sa guérison et même pour sa résurrection. Et ils finirent par penser qu'il était quelqu'un qui vient trop tard. Sa poésie, dans sa dimension d'écriture, à la mémoire des assassinés et inscrite dans son temps, est retournée très significativement contre son auteur, qui ne serait donc qu'un spectre, auquel les critiques adressent des reproches qui les démasquent eux, mais qui, au-delà, démasquent aussi une certaine scène littéraire allemande qui, pour Celan, ne serait qu'un théâtre d'ombre plus ou moins brune. Il lui faut tout entreprendre pour ne pas se laisser entamer par ces individus. Ici, il faut comprendre le substantif comme un antonyme de l'intraduisible Mensch yiddish. Garder à distance de soi ce qu'il appelle dans des accès de colère la populace, aussi celle que constituent dans son esprit bon nombre d'écrivains et d'éditeurs, même au risque de s'isoler, de renoncer à toute publication. À Petru Dumitriu, qui lui téléphone pour le prier de lui pardonner d'avoir envoyé l'article d'Oppens sans le moindre commentaire accompagnateur, Celan répond avec un calme apparemment souverain: « Je n'ai rien à pardonner. C'était simplement une mauvaise ce n'était pas simplement une mauvaise critique, et au fond, elle ne me concernait pas moi. » De nouveau, il insiste sur le fait que les propos des critiques les engagent et les démasquent en révélant quelque chose de plus vaste et de plus important que ce qui le touche personnellement. Le rapport de l'Allemagne avec son propre passé, la complaisance inquiétante et scandaleuse de certains Allemands avec les formes de survivance de ce passé. À l'observation de Celan qu'il faisait de mauvaises expériences avec les éditions Fischer, Dumitriu n'a pas d'autre réponse que « c'est inacceptable ». Depuis des mois, jour après jour, rien ne peut empêcher que la confiance de Celan, son éditeur, s'érode, comme s'érode d'ailleurs celle des écrivains qui se prétendent ses alliés, tels que le poète Günther Eich et Karl Grollo. Dans ses vers rageurs et amers, tirés de sa longue épître januarisée, il y est fait sans aucun doute allusion. Quand il fit appel à la solidarité, on lui témoigna de la compassion, on lui présenta des condoléances. Décidément, il est difficile de regarder avec des vœux vers l'avenir, quand Janvier a aussi le front tourné vers le passé le plus chargé. I'm just going to translate those last couple of lines that were left. When he appeals for solidarity, they show him compassion, they offer their condolences. I think that brings us to the end of this text. Thank you to Monsieur Badiou. I think we're pressed for time, so I think we're going to leave questions you have for the next session. We have a short break, and then we have a round table where you'll be able to ask your questions. Imamo, umjesto pitanja pravimo malu pauzu, pa sačuvajte pitanja za sljedeću sesiju koja će biti za 15-20 minuta, ako se dobro razumije.